un tout petit peu de rappel, hein, j'aime bien reposer les bases. Donc, vous savez que le flux sanguin des néovaisseaux en OCTA peut être localisé, donc soit en avant de la bouche, en arrière de l'épithélium pigmentaire, en avant de l'EP ou en intrarétinien. Et c'est Monsieur Koskas, et je lui rends hommage aujourd'hui, qui a décrit le premier, donc l'aspect en OCTA des néovaisseaux, sous la forme d'un réseau dense de fins capillaires très interconnectés avec des boucles, des anastomoses entre eux et reliés par une arcade périphérique anastomotique associée au niveau de la colle capillaire à un allosome périlésionnel. Donc là, c'est vraiment les critères sur lesquels tout le monde est maintenant, il y a un consensus sur ces critères. Donc la place de l'OCTA, on l'a vu se développer depuis 4 ans, 5 ans, dans la DMLA, au niveau du diagnostic de la présence des néovaisseaux, du type de néovaisseaux. Il peut permettre même maintenant d'évaluer l'activité ou la quiescence de ces néovaisseaux. Et on va voir aussi qu'il y a quand même quelques problèmes liés à l'OCTA, en particulier les artefacts, en particulier le fait que l'OCTA ne va pas nous donner la cause de la néovascularisation. Et puis pour terminer, je vous montrerai un peu ce que peut apporter l'OCTA sur le plan quantitatif et sur la 3D. Donc pour les néovaisseaux de type 1, oui, on peut voir l'hypersignal comme vous l'avez ici. Donc avec tous ces critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est de toujours regarder l'OCT cross-sectionnel à côté, qui est colorisé, dont le flux est colorisé, pour bien être sûr qu'il s'agit bien de néovaisseaux en avant de la bouche, sous l'épithélium pigmentaire. Et donc là, on est sûr de quoi on parle. C'est bien des néovaisseaux de type 1. On ne les voit pas toujours, ces néovaisseaux de type 1, en particulier si le DEP est saillant et hyporéfractif. Dès qu'il dépasse 250 microns, c'est beaucoup plus difficile. Ou s'il y a une hémorragie associée, on ne le voit pas. Donc il ne faut pas dire il n'y a pas de néovaisseaux, et il faut toujours faire les angiographies avec injection dans le cas de néovaisseaux de type 1. Là, vous avez un exemple de néovaisseaux qui ont récidivé, qui sont passés en préépithélial, et donc on voit parfaitement la membrane néovasculaire en OCTA. Dans les néovaisseaux de type 2, là, c'est vraiment la réussite de l'OCTA. On voit très bien, en préépithélial, en avant de l'épithélium pigmentaire. Vous avez ici plusieurs exemples de ces très jolies petites membranes qui sont faites de fines ramifications très, très interconnectées, très denses, et avec une arcade périphérique périlésionnelle. Vous la voyez aussi ici. Si vous vous rappelez des ICG au temps à 5 minutes, on a cet aspect avec ce liseré, cette arcade périphérique. On la voyait en ICG, et là on la voit parfaitement en OCTA. Donc l'OCTA pour les néovaisseaux type 2, parfait. Pour les néovaisseaux ici mixtes, on peut aussi y arriver. Donc il suffit de faire bouger les segmentations. Ici, sur cette segmentation-là, on est en avant de l'épithélium pigmentaire, on a la partie préépithéliale, et puis là on passe sous l'épithélium pigmentaire et on voit donc les néovaisseaux sous le P. Et donc on n'a pas besoin dans ce cas-là de réaliser la séquence en géographie fluo-ICG. Vous voyez que le DEP est relativement plat et qu'il est peu hyporéflectif, donc là on passe facilement en OCTA. Dans les néovaisseaux de type 3, au début c'était difficile, mais maintenant on y arrive bien. Alexandra Mière avait fait un très beau papier où elle avait décrit cet aspect en touffe de néovaisseaux, très dense, avec un hypersignal très bien visible, que l'on peut donc corréler avec ici l'OCT structurel. Vous voyez ici dans cet agrandissement. Et lorsqu'on regarde, il ne faut pas seulement regarder l'image donc au niveau de la colle capillaire ou l'image avec le PAR, avec la projection artefact enlevée. Il faut aussi regarder le lit capillaire superficiel et le lit capillaire profond, et on peut voir la coudure du vaisseau au niveau du lit capillaire profond ici, qui va donc plonger et se connecter avec le bouquet ici de néovaisseaux. Et donc on n'a vraiment plus besoin de faire l'angiographie quand on a sur les 4 images le lit capillaire superficiel, profond, avasculaire et la capillaire. On a
ce qu'on a en angiographie. On n'a plus besoin de faire d'injection dans ce cas-là. Alors donc l'OCTA fait le diagnostic, le type de néovaisseau. Il permet aussi la classification. Et donc au départ, on parlait de critères d'activité, d'inactivité et de quiescence. Activité, c'était ces réseaux très denses, interconnectés, boucle, anastomose, l'arcade périphérique. C'est ce qu'on appelle maintenant les néovaisseaux immatures. Les critères d'inactivité, c'est un hypersignal qui est beaucoup plus volumineux, linéaire, sans interconnexion entre eux. On peut voir le tronc nourricier parfois. Il n'y a pas d'arcade périphérique. Ce sont des néovaisseaux matures, mais il existe encore des boucles. Et puis les critères complètement d'arrêt en arbre mort, comme vous avez sur l'image de droite, où vous avez ici des néovaisseaux hypermatures. Donc on a maintenant à peu près ces trois patterns. Voici des exemples ici, donc des néovaisseaux naïfs, avec donc très finement, très fin et très interconnectés avec l'arcade périphérique. Vous voyez ici des néovaisseaux qui persistent. Donc, ils sont toujours actifs. Il y a le DSR. Ils sont toujours actifs. Ils ont été traités plusieurs fois. On a cette partie-là qui est maintenant linéaire, mais cette partie-ci qui est encore très, très interconnectée et très active. Et puis ici, un exemple pour répondre à une demande d'exemple de récidive, où on a donc la partie qui a été traitée, et puis ici, la partie active, le front néovasculaire qui se développe et qui est très active avec l'arcade périphérique bien visible. Et c'était les néovaisseaux actifs. Ici, les néovaisseaux donc matures. Et donc là aussi, on a des stades différents. Et donc, il faut bien surveiller. Bien sûr, quand on est à ce stade-là, on a une fibrose complète. Mais ici, il faut bien surveiller car il y a encore une très grande densité de vaisseaux matures et il peut y avoir une récidive qui apparaît. Et donc, il faut être très vigilant. Alors, on a essayé de connaître un petit peu la place de l'OCTA dans le suivi et de savoir s'il faisait aussi bien que l'OCT structurel dont on a maintenant avec lequel on a beaucoup de recul et qui fait partie de toutes les études qui sont actuellement faites. Et donc, on a fait un travail sur 128 yeux qui présentaient une démélanée ovasculaire en cours d'IVT, avec des IVT faites récemment. Hein, c'était 2 mois en moyenne, la dernière IVT. Et on a comparé les critères OCTA versus les critères OCT structurels. Et donc, on a vu qu'il y avait une sensibilité de 96,7% versus l'OCT structurel. Il fallait pour cela retrouver les 4 critères, l'arcade périphérique, les ramifications, les interconnexions et le halo. Et dans ces cas-là, on fait aussi bien qu'en OCT structurel pour décider ou pas de traiter les patients. On a une R sous la courbe à 0,94. Mais on a un taux de faux positifs élevé. C'est quoi les faux positifs? C'est-à-dire que l'OCTA nous dit avant l'OCTB qu'il faut traiter, montre l'activité avant qu'il y ait le DSR. C'est un peu logique. Le DSR, ça vient parce qu'il y a des néovaisseaux. Hein. Et donc, on était un peu surpris au départ. Et donc, voici une image. Donc, ici, donc, on a bien une correspondance entre l'OCTA et l'OCT structurel avec le DSR. Donc, on est bien en accord. Et ici, vous voyez cette lésion qui est encore très active avec tous ces bourgeons actifs, très interconnectés, des arcades périphériques bien visibles, alors qu'on n'a pas de fluide en OCT structurel. Donc, il y a vraiment des cas où l'OCTA va nous montrer avant des signes de récidive sur le plan qualitatif. Donc, les signes de récidive, c'est les signes d'activité, hein, c'est l'arcade périphérique, les fines interconnexions. Attention aux faux amis. Donc ça, l'OCTA, c'est vraiment bien, mais il faut toujours le coupler avec l'OCT cross-sectionnel, avec le flux colorisé, quelle que soit la machine que vous avez. Ici, on voit très bien avec le Spectralis, parce que c'est le jaune qui est choisi comme flux, qui masque pas ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est vraiment très, très facile à percevoir, parce qu'on a des faux positifs et des faux négatifs. Les faux négatifs, je vous en ai parlé, c'est le DEP et les hémorragies. Donc là, on voit pas les néovaisseaux, mais aussi les faux positifs, en particulier les artefacts de blocage de réflexion que peuvent réaliser la présence d'un matériel ou d'exudat. La présence d'un drusène peut aussi entraîner un blocage de réflexion et mimer des néoversos. Enfin, un autre type de faux positif, c'est un faux positif par perte
de l'épithélium pigmentaire, une petite zone d'atrophie de l'EP, eh bien les vaisseaux choroïdiens qui normalement sont hypo-intenses deviennent hyper-intenses et miment des néovaisseaux. Donc toujours garder ça en tête quand on analyse son OCTA. Quelques exemples ici. Donc, est-ce que cet hypersignal donc sur une CRSC, est-ce que ce sont des néovaisseaux ou pas? Là-dessus, on pourrait très bien imaginer que ce sont des néovaisseaux. Quand on regarde où se trouve le flux, eh bien, c'est un flux qui est en arrière, et donc c'est une projection, et donc c'est une fausse image, c'est un faux positif. Ici, un autre exemple aussi où on a sur cette image-là dans la zone avasculaire, donc ici dans la rétine externe, ici l'hypersignal qui peut évoquer des néovaisseaux. En réalité, quand on voit le lit capillaire superficiel et le lit capillaire profond, il y a une projection sur le matériel qui mime les néovaisseaux, et toute la valeur revient à l'ICG qui montre qu'il n'y a pas de néovaisseaux. Donc faire aussi attention. Et puis un dernier exemple ici, donc où vous voyez sur ce drusen qui est ici, on a une projection et une fausse image. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de fluide ni aucun signe, mais quand même, il faut redresser les diagnostics. Donc maintenant qu'on a bien vu les artefacts, il faut aussi savoir que l'OCTA ne va pas nous donner la cause de la néovascularisation. Hein. On a des néovaisseaux, mais on ne sait pas que c'est une sarcoïdose. On a des néovaisseaux, on ne sait pas que c'est un Mutes. Bon, il faut quand même toujours remettre dans le contexte et pas juste faire un OCTA. Et il faut bien surveiller ces néovaisseaux. On avait cet aspect-là chez ce patient de néovaisseaux, donc avec, vous voyez, plein de boucles, plein de fines ramifications, une arcade périphérique, et on se disait, ça y est, c'est des néovaisseaux. Le patient avait 10 dixièmes, et quand on fait toute l'imagerie, on réalise qu'en réalité, c'est une dégénérescence pseudo-vitelliforme sans néovaisseaux. Ici, on n'a pas de fluide. Et ce patient avait 10 dixièmes, on l'a surveillé, un peu comme a décrit David tout à l'heure. Et là, ces néovaisseaux ont carrément involué. Et 2 ans après, ils avaient cet aspect-là, donc où ils étaient devenus beaucoup plus volumineux et avec beaucoup moins d'interconnexion. Donc, pas se précipiter pour traiter chaque fois qu'on voit des néovaisseaux. Un autre exemple à contrario, où ici, sur cet aspect atypique de CRSC avec pachychoroïde, on avait des néovaisseaux, enfin un aspect d'hypersignal de néovaisseaux, on n'était pas sûr, on a reconvoqué le patient, qui a eu une baisse d'acuité visuelle, une majoration du DSR. Là, on est allé injecter le patient. Donc voilà pour le côté qualitatif des néovaisseaux, donc de l'OCTA, donc toujours le faire avec l'OCT cross-sectionnel et avec le flux, et toujours le remettre dans le contexte clinique. Alors, qu'a va apporter l'OCTA par rapport à l'angiographie et la fluorescine? C'est aussi la capacité de quantifier, d'avoir des facteurs quantitatifs et pas seulement qualitatifs. Alors, on a développé un logiciel, un prototype, qui permet donc de mesurer, de mesurer donc la surface néovasculaire, de la tracer de manière automatique après une réduction automatique du bruit de fond, et tous les paramètres qu'on peut analyser, c'est-à-dire la surface, la densité vasculaire, la dimension fractale et la lacunarité, sont obtenus automatiquement sans que nous, on fasse quoi que ce soit. Donc, un mot sur la dimension fractale, c'est l'organisation des néovaisseaux. Et donc, plus l'organisation est grande, plus la lésion est active, c'est-à-dire dense, hein, plus la dimension fractale, le chiffre est bas. Et la lacunarité, plus c'est homogène, plus la lésion est active, et donc plus elle est basse. Donc, c'est juste inversé. Et donc, on a fait une étude aussi sur des patients qui avaient une DMLA néovasculaire, et on s'est rendu compte avec cette dimension fractale qu'on observait que lorsqu'elle était inférieure à 1,41, tous les néovaisseaux étaient actifs dans un intervalle de confiance de 95% des cas. Quand elle était supérieure à 1,46, tous les néovaisseaux étaient inactifs, toujours dans ce même intervalle de confiance. Et donc, on a une zone grise de néovaisseaux sous haute surveillance. Donc, ce critère, bon, 107 patients, c'est à refaire, bien sûr, avec un nombre de patients plus important, mais il est quand même conséquent. Il nous montre que ce paramètre peut être tout à fait intéressant pour nous permettre de nous aider, nous apporter un facteur quantitatif. Et lorsqu'on couple l'air, la surface et la dimension fractale,
on obtient une aire sous la coupe de prédictibilité à faire une IVT à 0,91, donc excellente. Je vous donne quelques images. Donc ici, hein, alors, une image. Donc ici, des néovaisseaux actifs qu'on voyait en OCT-A, qu'on traite avec une phase d'induction, ils disparaissent, hein, comme ça peut arriver. Et puis, donc, on passe à un trait externe tous les 2 mois. Et on voit que l'OCT est relativement stable. On voit un petit peu apparaître l'hypersignal. Là, la fibrose qui se manifeste, l'hypersignal qui correspond à un signal de fibrose. L'acuité visuelle augmentait, donc on ne s'est pas inquiété. On a continué à faire tous les 2 mois. Et à 8 mois, la récidive ici. Et donc, avec une toute petite lame de DSR. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'en fin de compte, 2 mois auparavant, on avait une baisse de la lacunarité et donc on aurait pu ajuster notre threat and extend sur les critères quantitatifs. Un autre exemple ici, je vais très vite. Donc 21 injections, PRN puis récidive, traitement tous les 2 mois. En année 3, au bout à droite, il est stable. Et puis, on voit qu'il est toujours fibrosé. Là, on va arriver dans l'année 4. Il est toujours fibrosé. Il n'y a pas de récidive. Et on voit qu'en OCTA, l'image se modifie, hein, vraiment se modifie, sans signe clinique. Et 9 mois plus tard, donc, on a la récidive avec baisse d'acuité visuelle et DSR. Donc, l'OCTA nous l'a montré bien avant sur le plan qualitatif et bien avant sur le plan quantitatif où il y avait déjà une diminution de la dimension fractale et une augmentation de la lacunarité, une augmentation de la surface. Donc, vraiment des critères qui peuvent être intéressants à développer et on est en train de les développer avec Heidelberg. Donc, je passe pour aller plus vite. Donc, juste un mot pour la 3D, parce que tout ça, c'est en 2D. Et l'intérêt, c'est quand même de connaître les néovaisseaux en entier, dans leur globalité. Et donc, on a essayé de se lancer dans la 3D. Et donc, la première étape, c'était d'abord de voir le lit capillaire. Donc, ici, on peut différencier le lit capillaire superficiel, intermédiaire et profond, que vous voyez ici. Et qu'on peut mettre, hein, il l'a pas fait, bon c'est pas grave, qu'on peut mettre donc sur l'OCT. Puis on peut différencier les artères et veines. Ça c'est on a appris un algorithme à le faire sur l'infrarouge et il différencie les artères et veines. On le place sur l'OCT aussi et donc on voit parfaitement où se trouvent les artères, les veines et leurs connexions. Appliqué à la DMLA, et ben voici cet exemple où vous avez donc une récidive ici en OCTA. Du fluide intra- et sous-rétinien en OCT-B. Et lorsque vous faites la 3D, donc vous voyez ici, donc il y avait une anastomose, vous la voyez parfaitement ici, avec le flux de l'anastomose, là voilà ici, qui va rentrer, voilà, hop, 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 là, voilà, hop, dans le DEP qui passe en intra-rétinien. Donc ça pourra nous montrer beaucoup plus de choses. Voilà encore un autre exemple ici. Donc on le cale toujours sur l'OCT en face et on a donc l'image globale de la membrane néovasculaire. Donc pour finir, donc maintenant la classification multimodale conventionnelle inclut l'OCTA, quel que soit le type de néovaisseau, et même dans les polypes, même si on ne voit pas les polypes, on voit le branching, et donc aussi l'OCTA peut nous aider. Donc l'OCTA non invasif, renouvelable autant que nécessaire, rapide pour le diagnostic et le suivi, et attention aux faux négatifs comme aux faux positifs. Et moi aussi, Maculart, n'oubliez pas, on compte sur vous.